Super. Alors, hop, hop, voilà. Écoutez, donc bonjour à toutes et à toutes. Si je dis pas de bêtises, il n'y a que des dames. Donc, on va commencer ce webinaire. Là, on va prendre donc c'est un temps d'une heure qui sera consacré donc à un sujet qui est un petit peu spécifique, qui est le raccordement donc d'une copropriété à un réseau de chaleur. Avec le partenaire de ce soir, donc c'est Altemed, le groupe Altemed. Puis après voilà Louis Rovira donc qui va nous présenter tout ça et avec lequel bien sûr on pourra échanger. Il nous précisera un petit peu dans quel cadre tout ça s'inscrit. Parce qu'Altemed, vous avez sans doute entendu parler de cette nouvelle entité là qui réunit d'autres structures sur la métropole. Peut-être un petit mot rapidement donc, sur le déroulé du webinaire. Donc c'est ce qu'on disait, normalement les vidéos, alors à part Madame Moisard, les vidéos ne sont pas activées, les micros ne sont pas activés, c'est ce que je vous rappelais tout à l'heure. Il y a le petit chat là, avec les questions-réponses. Donc il ne faut pas hésiter à poster des questions, on les voit. Donc voilà, s'il y a des questions qui vous viennent, vous les postez. Si d'ici 10 minutes, un quart d'heure, on reste un petit groupe comme ça, là je pense que voilà, je réactiverai les micros et on pourra peut-être échanger de façon plus informelle, ce sera plus sympa. Il y aura un petit questionnaire de satisfaction. Alors, je vais le récupérer là d'ores et déjà. Je vais vous le mettre en fait dans le chat. Comme ça, vous l'aurez directement, si j'arrive à l'ouvrir. Et l'idée, c'est que... Je vous le mettrai après dans le chat. L'idée, voilà, c'est qu'en fait, on est toujours curieux en fait, d'avoir les retours des gens qui suivent les animations qu'on peut organiser. Donc, c'est toujours intéressant. Je vous mettrai le lien, du coup, pour pouvoir y accéder. Hop. Donc, un bref rappel à l'Agence locale de l'énergie et du climat, qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Donc, l'ALEC Montpellier Métropole, donc, on est une association, on a un statut associatif. Moi, par exemple, je suis salarié de l'association. Donc, l'association a été fondée il y a une quinzaine d'années maintenant, donc à l'initiative de la ville de Montpellier. Et très vite, après, on s'est adossé, je dirais, à la métropole de par les compétences énergie, notamment de la métropole. L'idée, c'est d'aider les différents publics. On travaille sur les collectivités, les particuliers, les petites entreprises, les acteurs de la transaction immobilière notamment, agents immobiliers ou autres. Et on est là en fait pour mettre de l'huile dans les rouages, d'accompagner toutes ces cibles-là entre guillemets à la transition énergétique, et notamment avec un gros volet fort sur l'aspect énergie, consommation d'énergie dans l'habitat privé, donc avec la rénovation énergétique aussi bien en copropriété qu'en maison individuelle. Aux différents sujets, c'est un peu ce que j'ai évoqué, les maisons individuelles, la copropriété, les pros, les bâtiments publics et les scolaires. Alors, pas forcément la ville de Montpellier ou la métropole qui ont déjà des acteurs et puis des compétences internes, mais par exemple des petites communes qui n'ont pas forcément en interne l'ingénierie nécessaire. Et la LEC vient à disposition en fait, pour appuyer en fait, les démarches de maîtrise des consommations d'énergie. Plus particulièrement en copropriété, donc on fait l'accompagnement des conseils syndicaux, des syndics, donc on peut se rendre disponible pour venir en réunion, partager des informations. Vous pouvez nous poser bien sûr des questions par email, par téléphone, sur rendez-vous. Et puis là, on a un gros volet donc sur la rénovation des copropriétés. On est partenaire de la région Occitanie dans le cadre du dispositif Rénov Occitanie, pour mettre en avant des audits subventionnés par la région, par la métropole également, pour mettre les copropriétés sur les rails de la rénovation énergétique. Le territoire de l'action, je l'ai évoqué déjà, c'est la métropole de Montpellier, les 31 communes. On est membre du réseau régional qui s'appelle Rénov Occitanie. Et puis plus largement, si on prend un peu de recul, si on dézoome à l'échelle française, on est labellisé Espace France Rénov. Donc ça, c'est vraiment le réseau national d'information conseil. C'est le service public de la rénovation énergétique. Au niveau national, si vous cherchez une structure locale, vous tombez sur la métropole, sur la LEC. En haut, il y a une petite bande de logos, là, Info Énergie, Gécorénov, FER. Ça, c'était les anciennes appellations, pour ceux qui ont connu, notamment Espace Info Énergie, qui était très connu. Maintenant, c'est France Rénov. C'est une volonté d'uniformisation de l'ANA, l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, en partenariat avec l'ADEME. J'en finis là, c'était juste pour planter un petit peu le décor. Les contacts qui sont là, mais vous les retrouvez bien sûr le plus simple, le site de l'ALEC et puis le mail dédié copro@alec-montpellier.org, ou sinon par téléphone, mais par mail c'est plus simple. Et on a une équipe de 5 conseillers en copropriété qui peuvent vous accompagner et répondre à vos questions. J'ai dit que j'arrêtais là, donc j'arrête. Pour passer la main du coup à Louis Rovira, qui travaille au sein du groupe Altemed. Louis, je te laisse la parole pour on va aborder le sujet dans le détail. Bonsoir, donc Louis Rovira, je suis le directeur travaux à la CERM département énergie. Donc je suis en charge de la construction de tous les équipements de production et de distribution d'énergie. Jusqu'à maintenant, nous intervenions essentiellement pour la CERM, dans le cadre d'une délégation de service public.
qui est le réseau de chaleur et de froid donc de la ville de Montpellier. Alors, c'est désormais une compétence métropolitaine. Notre concédant de cette DSP, c'est la métropole, et nous intervenons sur les réseaux de chaleur de la ville de Montpellier, avec une particularité sur la ville de Montpellier, c'est d'avoir plusieurs réseaux de chaleur qui sont répartis, on y viendra tout à l'heure, un petit peu partout sur le territoire. Donc, suite à une volonté politique locale, plusieurs outils ont été mis en place. Donc, la CERM, qui historiquement était sur le premier réseau de chaleur qui s'est déployé sur Antigone-Polygone depuis les années 70, mais maintenant avec une volonté d'impacter plus fortement le PCAET, hein, donc le plan climat air énergie sur le territoire, avec des actions à grande envergure, et notamment dans un programme qui s'inscrit aussi dans une volonté nationale qui est le développement des énergies renouvelables au travers des réseaux de chaleur. Alors, Nicolas en a parlé et a introduit le sujet. Donc maintenant, vous avez un nouveau logo qui s'appelle Altemed. Alors, Altemed, c'est l'équivalent d'une holding, c'est une société d'accompagnement et de coordination de plusieurs entités. Et vous retrouvez les logos. Alors là, je vais vous parler essentiellement de la partie énergétique. Altemed, ça vient de aménagement, logement et transition énergétique sur la Méditerranée. Et ça regroupe les entités qui existaient déjà, que sont SA3M, qui est une société publique locale, donc un statut juridique particulier. La CERM, qui est une société d'économie mixte. Alors, l'économie mixte, c'est une société de droit privé. Nous ne sommes pas, moi, je suis salarié CERM, je ne suis pas fonctionnaire, je suis un salarié de droit privé, même si les actionnaires de cette société sont majoritairement des collectivités. Au premier titre, la ville de Montpellier, la métropole de Montpellier, mais aussi d'autres collectivités, mais aussi des banques, mais aussi la Caisse des dépôts, etc. Donc, c'est ça l'économie mixte. Dans les autres acteurs, il y a Énergie du Sud. Alors, Énergie du Sud, il y a souvent eu des petites confusions quand les gens ont entendu parler. C'est une SAS, donc là, ce n'est pas le même statut social. Et la vocation, c'est de développer le savoir-faire qu'on a au niveau de l'équipe énergie de la CERN à l'échelle d'un territoire beaucoup plus important qui est celui, pour résumer, je vais dire celui de la région Occitanie. Mais avec quand même une vocation à intervenir prioritairement sur la métropole et en tout cas en dehors du territoire de la ville de Montpellier, qui est encore une fois le terrain de jeu plutôt de la CERF. Et enfin, ACM, que vous connaissez bien et qui est le premier bailleur social sur le territoire de la ville de Montpellier. Donc là aussi, la collectivité, Michael Delafosse en premier lieu, a souhaité regrouper toutes ces sociétés au sein d'une même entité, de manière à proposer à l'ensemble des collectivités une espèce de force de frappe qui regroupe toutes les compétences qui ont été citées, l'aménagement, le logement et la transition énergétique. Alors, si on décline ça, alors Nicolas, je te laisse mettre du temps, hein, tu me dis si je suis trop bavard, même si on est en petit comité. Voilà, donc la SPL, la SA3M, son métier de base, c'est l'aménagement urbain, mais depuis cette année, a été rajoutée une compétence spécifique sur l'énergie, avec la volonté de développer de nouveaux réseaux de chaleur à l'échelle de la ville et peut-être de la métropole, avec une possibilité de travailler, pardon, excuse-moi. j'étais encore sur l'ancien, de travailler aussi sur d'autres compétences énergie, notamment le photovoltaïque, et peut-être, même si on est moins avancé sur le dernier sujet, sur la rénovation thermique et notamment des copropriétés. Donc la CERM, j'ai dit, Société d'économie mixte, là aussi le métier de base, c'est l'aménagement, mais une compétence énergie qui est de longue date, hein, puisque ça date, je le disais, des années 70, avec un réseau, on appelle ça le réseau historique, qui est d'Antigone-Polygone et qui est quand même un gros réseau et sur lequel on a fait vivre et évoluer au travers de la rénovation du mode de production et pour basculer l'ensemble sur les énergies renouvelables. Et puis un accompagnement possible de ACM. Énergie du Sud, donc une SAS, là aussi, qui est l'objet, c'est de développer des projets un peu analogues, mais dans un cadre de société privée, avec des partenariats ou des interventions vraiment dans le cadre plus privé que les deux précédentes enseignes. Et puis enfin, ACM Habitat, où là aussi, en tant que salarié de la CERM, on va travailler à transférer un peu cette compétence énergie et l'appliquer au patrimoine bâti d'ACM pour les accompagner dans le cadre de la rénovation thermique,
peut-être de la solarisation de leur toiture, et puis et aussi d'accompagner le mouvement global de l'entité Altemed avec le raccordement massif des 25 000 logements d'ACM aux différents réseaux de chaleur. Alors Louis, je reprends 2 secondes la parole. Effectivement, tu as rappelé, je fais le maître du temps également. Et voilà, c'est vrai que c'est 18h15, je ne l'ai pas dit. L'idée, c'est de finir à 19h, voilà, 19h10. On On va essayer va de pas accélérer, je ne vais pas déborder. m'apesantir là-dessus. Du coup, voilà. Mais c'était intéressant parce que c'est vrai qu'on entend parler d'Altemed. Là, je trouve que c'était très Ouais. bien de J'ai clarifier un pris peu 5 ça. minutes parce que c'est vraiment une nouvelle entité. Il y a pas mal de communication et il y a encore quelques confusions. Donc, si vous avez d'autres questions, on pourra y revenir. Le slide d'après, du coup, là, je ne vais pas vous inonder de chiffres. L'idée, c'est de dire qu'on travaille sur le réseau de chaleur d'Antigone Polygone et qu'on a développé quand même beaucoup d'autres réseaux de chaleur avec une volonté très forte et un résultat réel sur le développement des énergies renouvelables. Et là, on s'inscrit vraiment pleinement dans les notions nationales et locales avec un taux d'énergie renouvelable sur nos différents réseaux de chaleur qui est de plus de 70%, alors qu'on est parti de 0% en 2006. C'est le premier producteur d'énergie renouvelable sur la métropole. C'est notable, hein, effectivement. Tout à fait. Alors, quand on parle d'énergie renouvelable, malheureusement, il n'y a pas de panacée, il n'y a pas de solution magique. Il y a une bonne solution pour chacun de chaque problème, pour chaque site étudié. Alors, la CERM, historiquement, on a beaucoup travaillé sur le développement des réseaux de chaleur dans les ZAC. Donc là aussi, quand une ZAC démarre, on est sur du logement neuf, c'est une problématique particulière, mais il faut trouver la bonne solution. Donc, on a recours à l'ensemble, c'est-à-dire la biomasse, le biogaz issu de déchets, la récupération de chaleur, ça reste un volet important de notre activité, tout ce qui est lié aux déchets, tout ce qui est récupéré sur les data centers notamment, c'est un sujet vraiment intéressant, le solaire thermique, les granulés de bois, la récupération de chaleur sur les eaux usées, on a aussi fait un projet assez novateur là-dessus. La géothermie sur nappe, donc c'est de l'eau, mais aussi sur sonde sèche, et enfin le photovoltaïque. Donc on a vraiment une palette qui est très très large. Et le but, c'est vraiment d'aller chercher la bonne solution pour chacun des sites étudiés. Avec malheureusement cette conclusion qu'il n'y a pas de solution miracle transposable à tous les sites. À chaque fois, il faut trouver la solution adaptée. On enchaîne. Donc ça, là, on rentre un petit peu plus dans le sujet de ce soir. Je vous l'ai dit, on a développé plusieurs réseaux, tous basés sur des énergies renouvelables et qui sont répartis un petit peu sur le territoire de la ville de Montpellier. On a des sites sur lesquels il y a un très, très gros réseau de chaleur. Si vous allez dans les grandes villes, que ce soit Paris, Lyon ou Grenoble, il y a un très gros réseau de chaleur qui a été développé et qui est développé sur toute la ville. Là, historiquement, ça n'a pas été fait et c'est extrêmement complexe. Donc, on est plutôt dans une logique de petits ou moyens réseaux qui sont développés sur des quartiers de Montpellier. Alors, on va retrouver, je l'ai dit, Antigone Polygone, qui était un petit peu le cœur du sujet, sur lesquels pour la petite anecdote, on est passé du charbon et du gaz à de la biomasse avec 3 unités de production. Un à point gaz toujours, mais vraiment 3 unités avec de la plaquette forestière et du granulé de bois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fort sur du patrimoine existant. Et c'est aussi un des intérêts d'un réseau de chaleur. C'est-à-dire que s'il y a une évolution, soit de la géopolitique, soit des intérêts, soit de ça, on sait changer l'énergie qui est utilisée sans qu'il y ait la moindre modification pour les usagers, si ce n'est de pouvoir bénéficier d'une nouvelle énergie ou d'une énergie moins chère ou d'une énergie renouvelable. On a développé aussi le réseau des grisettes qui est basé sur la récupération d'énergie sur Améthyste. Donc l'ensemble du quartier, mais là aussi on est sur une ZAC neuve, donc ça va être moins en lien avec le sujet de ce soir. Réseau Beau Soleil, où là, on a travaillé sur une énergie de récupération sur les eaux usées. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Sur la région, on a la première installation de ce type-là et ce qui donne satisfaction. Le quartier des universités, sur lequel là aussi, on a récupéré la chaufferie des universités qui était au charbon, donc un impact carbone vraiment positif sur ce réseau. Et puis, tous les nouveaux quartiers, on appelle le secteur Port-Marianne, et qui regroupe plusieurs ZAC, qui regroupe République, Odysseum, Hippocrate, Rive Gauche, République, je crois que je l'ai déjà dit, où là, c'est l'installation qui est en bas à droite, sur laquelle, là aussi, on a développé une solution technologique assez novatrice, avec une production simultanée de chaleur, d'électricité et même de froid, et le tout à partir de biomasse. Donc, une énergie renouvelable et un process vraiment efficient qui permet de faire
de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Donc, on est très fiers de ce projet. Et puis, de nouveaux réseaux où là, on va être vraiment dans la cible de ce soir. Alors, le réseau Saint-Roch, là aussi, on a fait du photovoltaïque avec de l'autoconsommation, mais aussi Haute-Josserand qui est en cours de réalisation, qui n'est pas fini. Réseau Cambas-Cérès, on reste un petit peu sur du neuf pour accompagner tout le quartier d'affaires surtout qui va se développer autour de la gare, où là on est sur une géothermie sur Naples. Et puis donc j'en viens à ce projet, le réseau de la cité créative, anciennement EAI pour les Montpellierins de souche, et Croix d'Argent. Et Croix d'Argent, là on est vraiment dans le sujet de ce soir, où on est sur une action volontaire très forte de faire rentrer les énergies renouvelables sur des copropriétés existantes. Alors, c'est plus facile quand on parle d'installation de collective sur la copropriété, donc une chaufferie collective au gaz ou au fioul. Et là, on propose de substituer cette chaufferie par le réseau de chaleur qui lui-même, là aussi, est alimenté avec de la biomasse. Alors, de la biomasse, ça peut prendre différentes formes. Là, il s'agit de plaquettes forestières. Donc, c'est du bois qui vient des forêts locales. J'insiste beaucoup sur le local et régional. On a un périmètre d'approvisionnement du bois qui est inférieur à 100 km. Donc, on parle bien d'une énergie renouvelable et locale et qui impacte donc le bilan carbone. Je passe à la slide ouais, suivante pour les futurs projets. Alors là aussi, un sujet dont j'ai voulu parler, même s'il est en plein développement, parce que sur ce projet-là, donc on appelle ça le Grand Réseau Nord, on est en plein développement en liaison avec tous les services de la métropole notamment. L'idée est vraiment là, on est 80% sur de la copropriété bâtie existante, avec Mosson, c'est pour ceux qui n'auraient pas tout à fait identifié, Mosson, Cévennes, on va jusqu'au CHU, on va jusqu'au secteur de la faculté de pharmacie, et puis toute la zone autour d'Agropolis et de l'INRA. Donc, la volonté, c'est vraiment de faire entrer les énergies renouvelables dans les copropriétés existantes au travers du réseau de chaleur. Peut-être le slide suivant. Alors, le réseau Nord, hein, les projets sur lesquels on travaille, dont je viens de débaucher un petit peu la trame, mais on va aussi travailler sur le Sud. Alors, je parle du MIN et du Centre de l'alimentation durable, qui sont des projets de la ville et de la métropole. Le MIN, c'est le marché d'intérêt national, sur lequel on propose, là aussi, vu qu'il y a des installations techniques assez importantes, consommatrices d'énergie, on propose un process à haute efficacité et ces process vont dégager de l'énergie qu'on appelle fatale, c'est-à-dire de l'énergie qui est perdue, voilà, gaspillée. Et donc, on va proposer des solutions pour que cette énergie ne soit pas perdue, mais récupérée et valorisée pour le chauffage de logements au travers de tout ce qu'on appelle le secteur restant, qui est un peu entre les prés d'Arennes et le centre-ville, qui est un quartier en plein développement et qui va être rénové avec une partie de l'habitat qui est de l'habitat existant et une partie de rénovation sur toutes les zones qui sont zones d'activité qui seront refaire la ville sur la ville. Et puis, donc, je l'ai dit, au travers du nouvel outil qui est SA3M, de développer aussi de petits réseaux de chaleur dans les communes de la métropole. C'est peut-être le sujet qui est le moins engagé, mais c'est une volonté politique forte. Bon, je ne vais pas vous abreuver de chiffres. S'il fallait en garder que quelques-uns, je dirais qu'on a atteint les 2 millions de mètres carrés chauffés. Donc, ça commence à être quand même significatif. C'est une dizaine de quartiers et on travaille sur un développement majeur dans les années qui viennent. L'idée, c'est de doubler tout ce qu'on a fait. Alors, je parle un peu à titre personnel, mais je suis là depuis une vingtaine d'années. Tous les réseaux qu'on a fait sur la ville de Montpellier en 15 à 20 ans, on va faire la même chose dans les 3-4 années qui viennent. Donc, on devrait impacter vraiment de manière assez importante les copropriétés existantes. Alors, les réseaux de chaleur, nos clients, ce ne sont pas les particuliers, ce sont des immeubles. D'où le sujet de ce soir, c'est une copropriété, c'est un bâtiment public, c'est un bâtiment de commerce. Et notre client, c'est la globalité. Ce n'est pas monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde sont touchés dans un deuxième temps par une facturation de charges, etc.
Donc, pour vous donner des chiffres, c'est 10 000 logements, c'est 24 000 équivalents logements. Et tout ça avec 70% d'énergie renouvelable, tel que je vous l'ai présenté précédemment. Donc, on a travaillé à faire ce travail et à le labelliser. Donc, on est certifié ISO 9001. 50001, 50001, c'est la gestion de l'énergie. C'est toute l'attention et la pertinence dans la gestion de l'énergie. Et un label éco-réseau qu'on a obtenu, qui est une instance nationale et qui récompense les réseaux qui sont jugés vertueux. Alors, à la fois au niveau de l'énergie renouvelable utilisée, mais aussi du mode de gestion, le fait d'associer les usagers. Voilà, c'est tout un process qui aboutit à cette labellisation. Alors, les énergies renouvelables, nous, on est évidemment intimement convaincus que c'est essentiel pour la planète, notre bien-être, mais ça a aussi des impacts financiers, puisque depuis la loi de transition énergétique, les réseaux... alors, je vois qu'il y a une question, j'y répondrai après. Les réseaux sont assujettis à une TVA de 5,5%. Au lieu des 20,6%, du 20%, dès lors qu'on est moins à 50% renouvelable. Alors, on a travaillé sur le fait d'augmenter ce pourcentage, on ne s'est pas satisfait des 50%, on est allé jusqu'à 70%, et on espère, au travers de tous les autres projets, continuer d'augmenter ce pourcentage. Enfin, les énergies renouvelables, ce sont des énergies locales, je l'ai dit. Ça veut dire que, et dans l'actualité du moment, je pense que tout le monde y est sensible, c'est qu'on n'est pas soumis au cours de l'énergie fossile et de la géopolitique. Je ne parlerai pas de Poutine ni des effets Covid divers et variés. Le bois, il vient, c'est de l'énergie locale. Donc une stabilité très très importante. La géothermie, c'est pareil, on est sur des choses qui sont maîtrisées. C'est des emplois locaux, non délocalisables, donc on est vraiment persuadé que c'est une bonne solution. Je peux répondre tout de suite à la question. Donc le reste des 70%, donc les 30% restants, c'est pour une partie du gaz, c'est pour une partie de l'électricité, des énergies classiques. On a même, en secours du secours, la possibilité de brûler du fioul. Alors, je vous rassure, on en brûle très, très peu. Mais dans les réseaux, on alimente aussi plusieurs cliniques. On alimente des bâtiments sensibles. Donc, si un jour, il y a une barrière de dégel et qu'on ne peut pas amener du bois pendant 5 jours, on est en capacité d'utiliser d'autres énergies. Alors, le moins possible, mais il y a cette possibilité et ce complément. D'autre part, une installation d'énergie renouvelable coûte très, très cher. Donc, il y a un optimum économique qui fait qu'on ne dimensionne pas pour 100% des besoins, puisque 100% des besoins, c'est le jour où il va faire moins 5 degrés à Montpellier, enfin la température minimale réglementaire. Ça veut dire qu'on va avoir cette température et ces besoins quelques heures, voire quelques jours par an. Donc, dimensionner une installation extrêmement coûteuse pour des besoins qu'on obtient quelques jours par an, ce n'est pas jugé rentable. Donc, on essaye d'augmenter au maximum ce pourcentage d'énergie renouvelable, mais on est quand même limité par des impératifs économiques, sachant qu'on se doit, on s'est fixé comme objectif, et on nous fixe politiquement cet objectif de maintenir un prix de l'énergie qui est extrêmement intéressant. On y reviendra un peu plus loin. Oui, je vais faire une petite remarque. Pardon, je vois que c'est 6h30. Voilà, on se dit, on a encore une Je demi-heure. suis trop lent. Allez, Voilà, on avance. donc, on avance un peu. Il y a deux questions qui sont arrivées. C'est donc la TVA à 5,5 sur l'abonnement énergie. Qui paye l'abonnement? C'est le syndicat des copropriétaires et ensuite c'est réparti au tantième Tout à des fait. copropriétaires. Et pour le réseau de froid, quelle est l'énergie utilisée? Alors, pour le froid, on est majoritairement sur de l'électricité. Mais on fait partie des rares sociétés qui utilisent aussi de la chaleur pour produire du froid. Alors, soit de la chaleur de récupération, par exemple, la clinique Saint-Roch est utilisée pour une part et climatisée pour une part avec de la chaleur qui vient de l'usine de méthanisation. Mais sinon, globalement, c'est l'électricité. Une autre question? Non, c'était bon. Voilà. C'est bon. Après, j'ai passé la slide d'après là, qui évoque un peu Ouais, la tendance. donc, avec bon, là, je ne vais pas à la m'éterniser. hausse. C'est pour dire que le travail qu'on fait, c'est vraiment de répondre à cette croissance. Et on voit que ça se traduit en chiffres. Donc, ça, c'est les surfaces en mètres carrés raccordés. La courbe du dessous, en rouge, on voit l'évolution des ventes de chaleur. En bleu, l'évolution des ventes de froid. Et la petite courbe verte, quand même, j'attire votre attention sur le taux d'énergie renouvelable. Alors, c'est un pourcentage qui arrive au 70% actuel. Donc, il y a vraiment eu une volonté très, très forte et des investissements très importants pour que ces réseaux de chaleur, y compris ceux existants, soient verdis et c'est du vrai vert, quoi. C'est de l'énergie renouvelable. Voilà.
Alors, pour le froid, on achète de l'électricité, mais on s'est engagé et on achète de l'électricité renouvelable au travers des contrats qui sont possibles, alors notamment avec les grands fournisseurs d'électricité, mais on s'est engagé à acheter de l'électricité renouvelable pour aller là aussi plus loin, mais sans pas comptabiliser dans nos 70%. Alors là, on rentre vraiment dans le cœur du sujet. Qu'est-ce que c'est un réseau de chaleur? Alors, c'est des petits visuels, mais je trouve qu'ils sont extrêmement représentatifs. Donc, un réseau de chaleur, c'est donc sur le petit picto de gauche, c'est une centrale de production. Donc, c'est un site qui est quand même assez imposant. On est assimilé à de l'industrie. Donc, c'est le petit bâtiment jaune que vous voyez, qui a très souvent une chaufferie avec une cheminée. Donc, ça fait partie des petites choses que les gens n'aiment pas forcément, mais ça permet sur un site de supprimer autant de chaufferies que de bâtiments qu'on va alimenter et de ne pas avoir ni de cheminée, ni d'installations qui sont réparties et qui ont de mauvais rendements. Ensuite, il y a un réseau. Alors, le réseau, ce sont des tubes en acier qui sont enterrés, alors, en général sous les voiries, sous le domaine public, un tuyau aller, un tuyau retour. Et dans l'immeuble qui est représenté de manière schématique, un poste de livraison. Alors, vu les coûts de foncier, on essaye que ce poste de livraison il soit au sous-sol, ou en tout cas dans une surface faiblement valorisée. Là, on a un échangeur de chaleur, on va livrer l'énergie. Et à partir de là, c'est l'installation de la copropriété. C'est-à-dire que l'échangeur va se substituer à une chaudière ou une chaufferie classique. Et à partir de là, vous allez retrouver la distribution de l'énergie au sein du bâtiment, les radiateurs dans les appartements, comme vous l'avez actuellement. La seule interface se situe au niveau du poste de livraison. Vous avez une petite photo à droite qui montre un échangeur de chaleur. Qu'est-ce que c'est un échangeur de chaleur? Donc, c'est l'eau qui va passer au travers de cette boîte bleue, là, qui va transférer son énergie à l'eau de l'installation de chauffage de la copropriété, sans qu'il y ait mélange de l'eau. Notre eau reste notre eau et votre eau reste votre eau. Il n'y a évidemment pas de mélange, il n'y a évidemment pas de consommation d'eau, puisque nos réseaux sont étanches et c'est la même eau qui est recyclée, bien évidemment. L'eau étant une ressource précieuse. Nous, ça nous permet d'avoir une qualité d'eau maîtrisée, qu'il n'y ait pas de mélange et qu'il n'y ait pas de difficulté. Et pour illustrer comment se passe l'arrivée du réseau, on a mis aussi la petite photo à droite qui montre que c'est les deux tuyaux qui rentrent dans le local. Alors là, en plus, c'est un bâtiment qui vient d'être raccordé, qui est une copropriété des années 70 et qui a fait le choix de ne plus utiliser sa chaufferie gaz. Cette chaufferie était en rez-de-chaussée, c'est pour ça qu'on voit les tuyaux rentrer dans le bâtiment en rez-de-chaussée. C'est assez visuel, ça permet de montrer comment se traduit l'arrivée d'un réseau de chaleur sur une copropriété existante. Oui, on a une question, parce qu'effectivement, on aborde le sujet d'une copropriété qui serait, admettons, au gaz ou au fioul et qui basculerait en réseau de chaleur. Donc, elle a simplement à retirer sa chaudière existante. Mettons une vieille chaudière fioul, on va prendre cet exemple-là. On retire la vieille chaudière fioul, elle passe, on met l'échangeur à plaques tel que la photo nous le montre là, avec la photo du milieu. Là. Et donc là, tout est OK parce qu'il y a déjà une installation de distribution collective dans l'immeuble. Il y a une question qui nous est posée par Maël, là, qui évoque, voilà, qui dit, si une copro est chauffée avec des radiateurs électriques, est-ce qu'on peut la raccorder au réseau de chaleur urbain ou est-ce que c'est spécifiquement et uniquement pour les chaufferies collectives de copropriété? Alors, sur une installation de radiateurs électriques, tout est faisable. Mais je vais être très franc, l'investissement au cœur de la copropriété va être extrêmement important. Et du coup, la faisabilité financière de l'opération me paraît délicate. À aujourd'hui, sur Montpellier, je n'ai pas d'exemple de ce type. Par contre, je peux citer un autre exemple de chauffage individuel qui va basculer. C'est une installation de chaudière individuelle gaz. Donc, dans chaque appartement, il y a une chaudière murale au gaz. Et là, on a des solutions technologiques à aujourd'hui, notamment les MTA, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, qui nous permettent de substituer un réseau d'eau chaude à la place de la colonne gaz et d'alimenter ces MTA qui vont être mis en place des chaudières individuelles gaz. Et donc, on a passé le cap de passer d'une solution individuelle par logement à une solution collective raccordé sur le réseau de chaleur. Sur du radiateur électrique, je ne vais pas vous cacher que ça sera quand même extrêmement coûteux. Oui, il faut recréer un réseau de distribution dans l'immeuble, en fait. Ouais. Donc, il y a des problèmes de faisabilité, il faut percer des dalles, il faut trouver la place. Donc, c'est quand même une solution à étudier, qui peut être étudiée s'il y a une volonté très, très forte, mais il y aura quand même des coûts importants. On le verra un peu plus tard, les règles de majorité aussi. Là, c'est la majorité à l'article 26.
voilà, pour créer un équipement collectif. Donc là, on est sur quelque chose d'assez costaud en termes de prise de décision. Alors, je vois la question qui est Ouais. posée, ça je vais répondre tout de suite, bien évidemment. J'ai parlé de chauffage, mais bien évidemment, sur 98%, ou pour pas dire 100% de nos clients, quand on fait le chauffage de l'immeuble, on fait en même temps l'eau chaude sanitaire. Alors, soit par des installations collectives, soit des installations optimisées, mais on fait en général la globalité du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Ça permet de limiter le nombre d'installations, de limiter les coûts d'exploitation. Il y a il y a un vrai intérêt à produire les deux simultanément. Le réseau de chaleur fonctionne 365 jours sur 365. Donc, il n'y a pas de difficulté. On peut faire un focus du coup sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la chaufferie, là, parce que c'est peut-être Voilà, donc important. c'était un petit peu pour illustrer où sont les limites, alors à la fois dans l'exploitation, mais aussi dans les investissements. Donc, on a schématisé un petit peu la voie publique sur la gauche. Ensuite, nous, je prends souvent l'analogie avec EDF, enfin avec l'électricité, puisque tout le monde a une installation électrique. Donc, si vous voulez, on a les installations de comptage, de filtration, de régulation, qui sont nos installations, qui sont dans le poste de livraison. Et ensuite, dès qu'on arrive à la partie échangeur, c'est l'installation de la copropriété. Donc, après cet échangeur, on va avoir, alors pour les installations, pour les copropriétés qui ont une chaufferie collective, ils connaissent tout à fait le système. On va vraiment avoir cet échangeur en lieu et place ou en plus. Par exemple, le Barcelone où j'ai montré la photo, ils n'ont pas voulu démonter les chaudières parce que de toute façon, ça coûtait simplement de l'argent. On a même laissé les chaudières, on a raccordé des tuyaux, mis l'échangeur. Et voilà. Donc, aussi bien en exploitation qu'en investissement, la limite se fait juste avant l'échangeur, qui est l'équivalent finalement de votre chaudière pour les installations collectives. On peut passer au slide d'après, sauf parce que j'ai raté une question. Ah, c'est pour toi la question, Nicolas. Excusez-moi. Oui, bah, c'est moi-même, je m'étais coupé le micro parce que je tapais au clavier, excusez-moi. Oui, je disais, Véronique, bonjour. J'ai coupé, c'est volontaire d'avoir coupé votre caméra et votre micro. Voilà, il y a le chat qui est utilisé pour si vous avez des questions et on échange. Là, on n'est pas très très nombreux, mais je dirais, voilà, posez vos questions et après on se laissera un temps d'échange entre nous. Et là, je réactiverai un petit peu tout. Là, on va laisser Louis Revira dérouler un petit peu la présentation. Et voilà, merci pour votre compréhension. S'il y a des questions qui vous viennent, qui vous brûlent le clavier, à ce moment-là, mettez-les dans le chat, on y répond au fur et à mesure. Merci. Hop. Bon, alors il y a une démarche un peu particulière qui a été engagée par la métropole, mais qui est une démarche qui est accompagnée au niveau national, notamment pour accompagner le développement des énergies renouvelables au travers des réseaux de chaleur. C'est ce qu'on appelle le classement du réseau. Donc, le classement des réseaux, c'est dès lors qu'il y a un réseau de chaleur existant ou en création, que celui-ci est majoritairement renouvelable. Donc, c'est le cas de ceux que je vous ai présentés. Le réseau peut être classé sur volonté de la collectivité. Alors, ce classement, il aboutit à quoi? Il aboutit au fait qu'il y aura un certain nombre d'obligations pour les gens qui vont soit construire des bâtiments à proximité du réseau, évidemment, soit qui vont engager des travaux. On peut peut-être passer sur le slide suivant. Alors, pour ça, donc sur Montpellier, les réseaux ont été classés tels qu'ils sont définis là-dessus. Donc, il y a tout un plan de zonage avec un référencement cadastral qui va définir exactement quels sont les secteurs considérés comme à proximité du réseau. Et dans ces cas-là, donc les copropriétés, les bâtiments seront soumis à cette obligation de raccordement pour les immeubles en création ou faisant l'objet de travaux. Euh, et, et voilà, je me suis perdu en route. Alors, je m'immisce dans Bien ta sûr. petite perte. Voilà. Juste avant de prendre la question de Mme Heinz qui pose la question de l'abonnement au réseau de froid, là, qui voudrait nous expliquer de vive voix, donc je lui réactiverai le micro. Juste par rapport à cette cartographie-là, hein, pour bien préciser, là on parle, parce que là finalement il y a plein de zones, juste pour peut-être un petit peu l'expliciter. En fait, on a plein de zones, Oui. donc toute la grande zone verte par exemple, elle n'est pas concernée, mais il n'y a pas de réseau. Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est vraiment les petites zones qui sont en violet, en rouge, en orange, en rose, en vert un peu plus clair, là, où là, il y a des réseaux, effectivement. Et donc, c'est sur ces zones-là que le réseau est classé, hein, c'est bien ça. Tout à fait. Peut-être pour répondre à la question que j'ai aperçue sur le chat, c'est que le réseau de froid n'est pas classé.
Et les réseaux de froid, là, la visualisation, c'est les réseaux de chaud. Les réseaux de froid sont beaucoup plus limités aujourd'hui. Et sur l'existant, les réseaux de froid sont essentiellement présents sur Antigone-Polygone. Sur les nouveaux réseaux et les nouvelles ZAC, la volonté politique était vraiment de favoriser une qualité de construction pour limiter les consommations d'énergie et de ne pas développer du froid tout azimut. Une nouvelle question de Maël, là. Peut-être qu'on y répondra un peu plus tard sur l'aspect financier. On a prévu de faire un petit focus sur le côté financier, les coûts de raccordement, et puis l'intérêt éventuel par rapport à un comparateur avec d'autres, enfin, pas comparer précisément avec d'autres énergies, mais on pourra répondre à votre question. Peut-être à ce moment-là, tant qu'on a évoqué le réseau de froid, peut-être je redonne la parole temporairement à Madame Heinz pour qu'elle nous pose sa question en live, entre guillemets. Pardon. Normalement. Oui, voilà. Bonjour. 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 Oui. Voilà, j'habite une copropriété dans le secteur Antigone, un immeuble qui date de 2002 et nous avons donc l'abonnement à la SERM pour le chaud et pour le froid. Donc pour le chaud, c'est parfait, on a le réseau d'eau chaude sanitaire et le chauffage. Mais par contre, pour le froid, c'est exorbitant le prix. On a un abonnement très élevé, un coût d'abonnement très élevé. Qui est à 140 kilowatts, ou je ne sais pas exactement l'unité, hein, alors qu'on en consomme à peine 40 pour tout l'immeuble. En fait, il n'y a que 13 appartements raccordés au réseau froid. Et l'abonnement est démesuré, il a été signé comme ça au départ, le contrat ne peut pas être révisé. On a essayé de le réviser, mais on a obtenu un refus catégorique. Voilà, donc on paye actuellement plus d'abonnements que de consommation. Je voulais savoir si vous avez une solution à proposer. Alors, je ne connais pas le cas de votre immeuble. Les généralités, c'est effectivement que le raccordement se fait sur des données du constructeur. Là, vous parlez d'une copropriété qui date des années, c'est relativement récent, vous avez dit, 2002. 2002, voilà. Donc, elle a 21 ans. Ouais. Alors moi, au quotidien, chaque fois qu'on raccorde un nouveau bâtiment, on a vraiment une bataille avec les promoteurs pour éviter, et leur bureau d'études, pour éviter qu'il y ait ce cas de figure de surévaluation de la puissance nécessaire. La difficulté, c'est que quand on fait ces raccordements, nous, on fait des investissements en conséquence, c'est-à-dire que si on nous demande, je dis n'importe quoi, 100 kilos, il faut qu'on investisse pour ces 100 kilos. Et ensuite, il y a une réalité économique qui fait que si on demande ça et qu'ensuite, nous, le refinancement se fait par le droit de raccordement et ensuite par les abonnements. S'il y a un écart très important, donc c'est pour ça qu'on essaye d'y être vigilant, il y a ce ressenti de votre part d'avoir un surfinancement de l'abonnement. Le fait d'avoir un abonnement plus important que les consommations n'est pas forcément représentatif d'un coût exorbitant. C'est-à-dire qu'il faudrait ramener le coût global de la climatisation aux appartements et aux mètres carrés. Là, je n'ai pas les informations, je peux difficilement y répondre. Après, il y a normalement des procédures. Donc, moi, je vous invite à, je ne sais pas si vous avez directement les gens chez nous, mais au niveau du service d'exploitation, normalement, il y a je ne crois pas qu'il y ait d'impossibilité. Il y a une démarche qui est peut-être un peu compliquée, mais pour moi, il n'y a pas d'impossibilité. Donc, je vous invite à ce qu'on réétudie cette solution. Madame Aves, pardon, je me permets de vous couper. C'est on essaie de garder un temps un peu. Alors, c'est pas pour botter en touche, mais effectivement, c'est un cas de figure particulier. Je pense que le plus simple, peut-être, Madame Aves, fait peut-être un petit mail à l'ALEC, là, puis on transférera après aux bonnes personnes côté CERM, en termes de, pour que vous ayez les bons interlocuteurs le cas échéant, pour pouvoir voir cette question-là. Très bien. Merci beaucoup. Je redésactive votre son. Voilà, il n'y a rien de personnel. On continue sur le classement. Ouais. Donc, les conséquences, mais j'ai déjà abordé un petit peu le sujet, c'est donc cette obligation de raccordement pour les bâtiments neufs. Donc là, on est plutôt sur les copropriétés existantes. Mais ça touche aussi, je crois qu'il y a vraiment une vigilance, y compris sur des demandes de travaux. Donc, si vous êtes à proximité immédiate du réseau, donc dans ce périmètre de classement, et qu'il y ait des travaux sur la copropriété. Alors là, j'ai résumé, parce que sinon, si je mets tous les textes, c'est quand même très compliqué avec des détails très particuliers. Mais il y a une vigilance à avoir. Et de toute façon, au niveau de l'urbanisme, maintenant, les textes seront suivis des faits, puisque toute demande d'autorisation au service de l'urbanisme feront cette vérification de savoir si le projet est à proximité immédiate d'un réseau de chaleur, et auquel cas,
le raccordement devra être envisagé prioritairement sur les autres solutions. C'est vrai que pour... Le point de vigilance, c'est que ça touche aussi des travaux. C'est le dernier point, et je mettais une vigilance parce que c'est des travaux qui ne sont pas forcément suivis par les services de l'urbanisme, notamment s'ils touchent directement à l'installation de chauffage. Et pour tout projet supérieur à 30 kg, c'est-à-dire que ça va aller très très vite sur une copropriété, il y aura aussi cette obligation. Donc là-dessus, il y a des réflexions en cours pour savoir comment sera gérée la communication, mais aussi la vérification du fait que les gens respectent cette mesure. C'est des choses qui sont un peu nouvelles pour nous au niveau Montpellier et sur lesquelles il y a une réflexion. Et il y aura aussi probablement de la communication, on en a parlé, parce que ça va très très loin. C'est-à-dire que si une copro touche à son installation, il y aura cette obligation de vérifier au préalable. Bon, je pense que petit à petit, le message va passer aussi bien au niveau des bureaux d'études et des intervenants, mais voilà, un gros point de vigilance là-dessus qui devra être suivi. Mais c'est vrai que ce soir, on a un peu la primeur de cette information-là, effectivement, parce que là, pour l'instant, les gestionnaires et autres, là, il n'y a pas eu de vague de campagne d'information spécifique pour tous les gens qui gravitent un petit peu autour du monde de la copropriété. Et c'est vrai que tu l'as dit, quelqu'un fait une chaufferie collective qui ferait 100 kW, par exemple, de puissance, qui est en fin de vie et on change. Mettons au gaz, on repart sur du gaz. Effectivement, si le gestionnaire, si l'exploitant, si l'entreprise qui fait les travaux n'est pas au courant de ça, vu qu'il n'y a pas de déclaration de travaux ni de permis de construire pour changer une chaudière dans une chaufferie collective en copropriété, on peut ne pas être au courant qu'il y a cette obligation de raccordement. Et donc, il y a potentiellement, alors d'après les textes, hein, mais voilà, c'est un peu tout nouveau encore pour nous ici, mais potentiellement, il y a 300 000 € d'amende pour un bâtiment qui était dans l'obligation de se raccorder et qui ne l'aurait pas fait. Alors, je donne le chiffre, ça fait un petit peu peur, mais voilà, c'est vrai que c'est nouveau et voilà, on y participe un petit peu là modestement, mais je pense que voilà, l'ALEC sera aussi associé à ça pour diffuser un peu cette information-là auprès des gestionnaires notamment. En tout cas, il y a un vrai sujet de vigilance et un changement des pratiques. Alors, l'objet, ce n'est pas du tout d'être punitif ou vraiment la volonté de la métropole, c'est de dire comment on fait souvent, alors je parle des actes, mais quand il y a un programme neuf, c'est plus flagrant, c'est-à-dire que quand il y a un promoteur, trop souvent, l'intérêt du promoteur, je ne veux pas faire de caricature, mais c'est de travailler à court terme. C'est comme ça qu'on a eu un développement du chauffage électrique massif sur le territoire français, parce qu'un convecteur, ça coûte vraiment pas cher. Par contre, après, c'est les utilisateurs qui en payent le coût fort. Donc, c'est vraiment l'idée de faire passer une analyse long terme et une analyse de vraie transition énergétique pour basculer sur les énergies renouvelables. Il y a une question intéressante de Maël. Là. Pourquoi il y a cette obligation? Est-ce que c'est pour des raisons écologiques? Oui, alors c'est ce que j'étais en train d'expliquer, c'est la volonté. Un réseau de chaleur, plus il y a de densité dans les consommations, plus il a d'intérêt. Et le fait de travailler sur un réseau de chaleur, ça permet d'être vigilant sur une grosse installation, donc de mettre plus de moyens pour vérifier qu'on a de la performance énergétique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été largement mis en évidence. Et en plus, on va utiliser des énergies renouvelables. Donc, ça permet, par rapport à une chaufferie gaz, par rapport à une chaufferie fuel, d'inciter les gens d'obliger les gens, en l'occurrence, à ce raccordement, ou en tout cas à l'analyser comme prioritaire. Et c'est effectivement une action forte pour faire avancer la transition énergétique. Je prends l'exemple pour compléter, l'exemple d'Antigone, voilà, qui était initialement au charbon. En fait, voilà, il y a des milliers de mètres carrés qui ont basculé du charbon au bois énergie, alors que s'il a fallu, si on se place dans un cas de figure où il n'y avait pas de réseau de chaleur et qu'il y avait autant de petites chaufferies charbon dans les copropriétés qui voulaient passer individuellement à des chaufferies bois, ça aurait mis des années. Donc il y a des effets de bascule comme ça, on entraîne d'un coup un quartier et on le bascule dans les énergies renouvelables. C'est sûr que c'est hyper intéressant pour ça, notamment. Si on fait l'analogie, on est passé en quelques années à 70% sur maintenant 2 millions de mètres carrés. Donc, c'est vraiment une action très, très forte. Alors, évidemment, il y a des dérogations. Hein. Cette obligation, elle a été quand même réfléchie. Alors, pour les toutes petites copropriétés, alors, il y a une distinction entre les 50 kW et les 30 kW. Enfin, c'est une valeur qui, au départ, était légale, mais qui a été adaptée à 50 kW par la métropole de Montpellier. Ensuite, il y a aussi une analyse. Bon, évidemment, s'il y a incompatibilité technique, hein, les gens qui sont en radiateur électrique, malheureusement, c'est considéré comme une incompatibilité technique. Il y a aussi un critère économique, c'est-à-dire que si un immeuble ou une copropriété a un projet basé sur des énergies renouvelables et qui est finalement moins coûteux que le réseau, là aussi, il y a dérogation.
Voilà. Donc, il y a un ensemble de mesures qui sont listées et qui permettent de prendre en compte tous les cas de figure et d'accorder, le cas échéant, une dérogation. Là aussi, je l'ai dit, hein, cette dérogation, ça se traite, la porte d'entrée, c'est les services de l'urbanisme de la commune. Juste, Louis, voilà, je regarde, il y a une question, mais peut-être qu'on l'abordera après dans l'aspect coût, là, donc c'est par rapport à l'évolution du prix du bois, parce qu'effectivement, le granulé, là, il y a eu de fortes hausses. Donc, juste pour préciser, hein, les 30 kW de puissance, donc en dessus desquels on a l'obligation de se raccorder si on change sa chaufferie collective existante, ça c'est national, et localement, le seuil a un peu remonté à 50 kW. Tout à fait. Je prends la main peut-être un petit instant là, sur les majorités de vote. Voilà, effectivement, il y a deux cas de figure, on va dire, qu'on a déjà un tout petit peu évoqué. Premier cas de figure, ma copropriété est déjà équipée en chauffage collectif. Donc là, en fait, on serait plutôt sur la majorité de l'article 25, donc c'est la majorité absolue. Donc, vous le connaissez là si vous fréquentez les copropriétés. En plus, on peut la faire basculer à l'article 24 là, assez facilement en fonction des présents et représentés. Mais pour le dire simplement, voilà, donc pour un équipement de chauffage collectif qui serait déjà présent, donc typiquement une chaufferie fuel, une chaufferie gaz, on va être sur la transformation d'un équipement existant et des travaux d'économie d'énergie aussi sur le système de chauffage et de production d'eau chaude. Donc là, on est sur l'article 25. Par contre, c'est la question qui avait été posée, une copropriété qui n'est pas équipée en chauffage collectif, donc qui serait ou tout électrique ou tout chaudière individuelle gaz, par exemple, et bien là, on est sur une autre majorité, on est sur la double majorité, c'est l'article 26, parce que là, en fait, on vient créer un équipement collectif. Donc là, c'est un peu plus costaud. C'est sûr que là, entre le coût du projet et l'enjeu de vote sur l'article 26, voilà, il faut se lever tôt et c'est un projet vraiment qu'il faudra préparer, je dirais, sur de moyen terme pour vraiment que les gens arrivent à l'Assemblée générale, qu'ils aient tous les éléments en main pour prendre une décision. Parce que là, c'est l'ensemble, la majorité des copropriétaires de l'immeuble qui représentent au moins 2/3 des voix des copropriétaires, donc c'est quand même pas des majorités qu'on obtient souvent. Voilà pour ce petit détail, je dirais. Mais je dirais quoi, si on en vient à se poser la question des majorités, c'est que le projet a déjà un petit peu avancé. Hop, je vais passer à la slide d'après. Je te relaisse la main. Alors, sur les éléments financiers, pour situer un petit peu les choses, donc, je vous disais que la tarification, elle est binôme, c'est-à-dire qu'on a un coût de raccordement, alors, qui a été évoqué malheureusement sur la partie froide tout à l'heure. Alors, pour le chaud, la valeur approximative, après, c'est un prix qui est révisé, indexé, c'est 400 € par kilowatt de raccordement. Mais pour tout ce qui est copropriété existante, il y a une démarche spécifique, parce qu'on considère que les 400 kilowatts, ça va être le coût évité pour la copropriété pour faire sa propre installation. Donc, une copropriété existante, elle a déjà un mode de chauffage, donc il y a une négociation sur ce premier poste. Ensuite, on a une tarification binôme entre l'abonnement et les consommations. Là aussi, le principe de cette tarification binôme, c'est ce que vous avez pour votre fournisseur d'électricité, avec l'abonnement qui est en fonction de la puissance et les consommations qui sont identifiées par un compteur. Alors, je passe sur le coût au niveau des abonnements. Sur le chauffage, on a vraiment un coût qui est tout à fait optimisé puisqu'on a fait des statistiques contrôlées par la métropole, donc qui sont tout à fait valides. On arrive à 39 € TTC par mois et par logement. Le logement étant pris comme le logement moyen de ce qu'on a raccordé, donc c'est plutôt un grand logement qui fait 65 mètres carrés. Et évidemment, en coût global, compris abonnement, consommation et chauffage et eau chaude sanitaire. Donc, moi, j'aime bien cette image parce que ça veut dire que si vous avez un opérateur de téléphonie et de télé, on est en dessous et ça vous permet d'assurer la totalité du chauffage et eau chaude sanitaire. Le coût de raccordement, on a en plus, alors je fais un petit focus là-dessus, des C2E, coup de pouce au raccordement. On le détaillera un petit peu plus loin, mais en gros, ça veut dire que vous pouvez bénéficier d'une aide. Et cette aide, alors on a vu qu'il n'y avait pas de coût de raccordement. Par contre, il peut y avoir des travaux d'adaptation de votre installation pour qu'elle soit conforme et compatible au réseau de chaleur. Il n'y a pas de choses très, très compliquées, mais il y a un petit bout d'étude à faire par un maître d'œuvre spécialisé. Et puis, c'est l'occasion pour nous aussi de préconiser des mesures qui vont dans le sens de la performance énergétique, donc de l'équilibrage, du débit variable, des choses qui vont générer aussi des économies sur l'ensemble de la copropriété et qui en plus peuvent faire l'objet d'un financement. Donc là, pour moi, on est dans des mesures vraiment très concrètes de la transition énergétique qu'il faut arriver à faire passer avec l'ensemble des copropriétés et particulièrement dans les copropriétés existantes, dans le patrimoine bâti qui est souvent très déperditif. Le slide d'après.
Peut-être en parallèle, je répondais à des petites questions. Là, je les reformule pour tout le monde. Là, il y avait la question de est-ce que cela doit obligatoirement être voté en Assemblée générale? Bah oui, effectivement, parce que là, on change de fournisseur d'énergie, entre guillemets. Donc, c'est la SERM ensuite qui facturera au syndicat des copropriétaires. Donc, ça, c'est une décision qui doit être collective et donc qui passe en AG. Après, il y avait la question de Véronique, peut-on avoir un compteur individuel pour la consommation? Alors, je dirais que par défaut, si votre copropriété est déjà équipée d'un chauffage collectif, elle a en théorie obligation d'avoir déjà de l'individualisation des frais de chauffage, soit par des petits répartiteurs qu'on a sur des radiateurs, soit par des compteurs en entrée d'appartement. Donc, dans tous les cas, oui, l'énergie qui va arriver dans la sous-station, qui sera vendue entre guillemets à la copro par la SERM, après la répartition, quand on a des répartiteurs de frais de chauffage, de l'individualisation des frais de chauffage, on a dans tous les cas 30% de frais fixes qui, eux, sont répartis au tantième. Donc, pour faire simple, si vous avez 100 euros d'énergie qui rentrent dans la copropriété, il y a 30 euros qui sont répartis au tantième, parce que ça, on considère que c'est les déperditions quand on chauffe tous les appartements, on passe par des parties communes, donc on tempère un peu globalement la copropriété. Donc, 30 euros répartis au tantième. Et les 70 euros restants, eux, ils sont ventilés en fonction du niveau de consommation individuelle des appartements. Donc, si vous êtes, admettons, pas là de tout l'hiver, vous paierez quand même vos tantièmes de chauffage sur 30% seulement des consommations et rien du coup sur les 70% variables. Alors, peut-être qu'il y a des questions qui sont pour Louis. Oui, mais on y répondra après. L'échangeur, on va y après, ok. Alors, on peut mettre des compteurs individuels. C'est ce que je disais, en fait, voilà, en chauffage collectif, vous avez l'obligation, de toute façon, d'avoir des compteurs individuels dans les appartements. Voilà. Il y a aussi maintenant, alors il y a dans le neuf, il y a toute une obligation. Après, dans l'ancien, il y a pas mal de systèmes qui sont assimilés à de la répartition de charges, qui sont plus ou moins valides par rapport à la réglementation. Mais oui, c'est ce que je sais dans le commentaire. Il y a beaucoup de copropriétés qui n'ont pas ces comptages individuels. En théorie, il y a une obligation. Elle est peut-être pas contrôlée et vérifiée. Après, il y a quand même des systèmes qui permettent de faire de la répartition de charges. Je ne parle pas de comptage parce que c'est plus du comptage, mais qui donne quand même un reflet de la réalité des consommations par appartement. Il y a les systèmes électroniques maintenant au niveau des radiateurs, etc., etc. Après, ça peut toujours se faire, mais ça a un coût qui est important de rajouter des compteurs. Et éventuellement, Véronique, là-dessus, si vous avez des questions complémentaires, sur ce sujet particulièrement, effectivement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il est quand même possible. Alors, des compteurs peut-être sur la nouvelle chaufferie, donc sur la chaufferie qui devient une sous-station où la SERM délivrerait éventuellement de la chaleur à la copropriété. Là, bien entendu, il y a des compteurs. Il y a un compteur général, mais ce n'est pas un compteur par logement. Voilà. Le compteur par logement restera de la responsabilité de la copropriété et on est exactement dans le même questionnement et même approche que dans votre chaufferie collective existante. Un petit focus sur le coup de pouce. Un petit focus sur le C2E et le coup de pouce. Alors, les C2E, c'est les certificats d'économie d'énergie. C'est un système d'incitation. En gros, c'est qu'il y a des très grands opérateurs énergétiques qui sont obligés. Et c'est finalement eux qui vont financer une partie des modifications qui sont faites chez des tiers. Et donc, vous allez pouvoir toucher une prime qui est proportionnelle au nombre de kilowattheures. Alors, les QMAC, c'est un nom barbare, mais qui est finalement les nombres de kilowattheures qui ont été économisés grâce aux investissements que vous avez faits dans votre installation. Alors, le raccordement au réseau de chaleur génère des C2E, et notamment dans le cas du remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, et on est complètement éligible au principe des C2E. Dès lors que vous êtes sur un réseau vertueux, ce qui est le cas sur Montpellier, puisque l'ensemble de nos réseaux arrive à nos 60% de NR. On peut basculer sur le slide d'après. Par ailleurs, la SERM, ayant fait une démarche supplémentaire, ce coup de pouce est bonifié. C'est-à-dire que, alors là, j'ai pris un exemple. Alors, le problème des QMAC, c'est que c'est finalement un système de bourse d'échange. Donc, il n'y a pas de valeur. On a eu un petit échange avant le webinaire, puisqu'il y avait des différences de vue sur la valorisation qui avait été faite. C'est une bourse d'échange, donc la valeur est variable comme toute valeur en bourse. Là, on l'a fait avec les valeurs que nous avions constatées, nous, sur les QMAC que nous avons nous-mêmes vendus sur le marché. Donc, si la copropriété demandait des C2E par rapport à un raccordement sur le réseau, elle pourrait bénéficier de ce coup de pouce C2E, de ces C2E à hauteur de 18 500 €.
le fait d'avoir fait cette démarche et de pouvoir bonifier la prime, on pourrait toujours, pour une copropriété de 200 logements, avoir un coup de pouce qui monterait à 72 000 euros. Donc là, on va revenir sur les questions d'avant, c'est-à-dire que la valeur du coût de l'échangeur, un échangeur, c'est évidemment, le coût est proportionnel à la taille de la copropriété, donc c'est extrêmement difficile de vous répondre. Mais le coût de l'échangeur tout seul, ça va être, je dis n'importe quoi, entre 5 et 15 000 euros. Après, il faut le raccorder, il y a des tuyaux, il y a toute une installation technique, mais on voit que le coût des 72 000 euros sur une copro de 100 logements, ce n'est pas énorme. Ça veut dire que ça permet vraiment de financer l'étude de raccordement, les travaux et les mesures d'accompagnement que nous, on va préconiser, que sont du débit variable, des pompes qui vont générer des économies d'électricité, etc., etc. Donc, on est vraiment sur une démarche vertueuse et qui est, pour le coup, c'est des mesures qui seront peut-être plus efficientes dans 2 ou 3 ans. Donc, je crois qu'il y a un vrai intérêt. Tout le monde a mis la main à la pâte et on a vraiment une opportunité qui, à mon avis, est intéressante avec l'utilisation de ces deux. Alors, il y a un site qui a été mis en place, hein, je me raccorde sur serm.fr, sur lequel vous pouvez avoir quelques renseignements complémentaires. Mais bon, là, on est dans les mesures déjà d'accompagnement. Je pense que la première idée, c'est de savoir si vous êtes à proximité d'un réseau de chaleur, s'il y a une opportunité, s'il y a une volonté de la copropriété. On a vu que le problème des votes en copropriété est quand même un sujet majeur. Donc, voilà. Mais sachez que ce principe d'aide est quand même en place, très concret. On ne sait pas s'il durera longtemps, mais en tout cas aujourd'hui, et vu les valeurs de vente des C2E aujourd'hui, il y a vraiment un intérêt financier. Peut-être juste si vous faites l'exercice là sur le site de Je me raccorde, vous pouvez tester avec 100 logements. On l'a fait pour l'exercice en préparation. On est un peu moins, mais c'est ce que tu expliquais là. Donc là, c'est pour ça rejoint un peu la question que voilà, pourquoi on est un peu moins sur le site quand on fait une demande là, avec 100 logements et que là, Louis nous présente 70 000 euros. C'est parce qu'en fait, sur le site, on va dire pour pas donner de faux espoirs, on va dire aux copropriétaires, c'est sur un niveau de vraiment très faible de valorisation qui est un basique entre guillemets que la copro serait entre guillemets sûre d'avoir si elle se raccordait. Et en fait, ça rejoint la question de Véronique là, qui demande sur quoi est calculé le C2E. En fait, c'est vraiment un cours qui est variable. En fait, il y a une sorte de bourse d'échange nationale autour des quotas d'économie d'énergie, des obligés, donc des fournisseurs d'énergie. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail. Mais voilà, ça peut varier, parfois à la baisse, parfois à la hausse. Donc là, effectivement, c'est un peu au jour le jour qu'on peut savoir après, en fonction du projet, quand il arrive à maturité. On a un estimatif qui, après, on va dire, est fixé le jour où la copro signe le contrat avec la SERM. J'ai un peu résumé, Louis, mais... Alors, je lisais la question qui t'arrive Ah oui. encore. Bien sûr, je suis à vos dispositions pour répondre en fin de webinaire sur le raccordement d'une copro sur la cité créative. Le problème de la distance, les réseaux de chaleur coûtent très très cher. Et donc, je disais, on a besoin d'une densité de bâtiments. Donc, s'il y a un bâtiment tout seul au bout d'un kilomètre de tuyau, c'est extrêmement difficile parce qu'on a des coûts qui sont très importants. S'il y a plusieurs bâtiments, déjà, ça facilite. En tout cas, c'est des questions qui doivent être étudiées. On ne peut pas faire une réponse générique comme ça, mais en tout cas, on pourra prendre contact et travailler sur le sujet. On avance, parce que je vois que je suis en retard, je m'y attendais, mais... On arrive Donc, aux on arrive aux questions. questions, bah, super. Parfait. Du coup, peut-être voilà, à ce moment-là, ce que je vous propose, vu qu'on est un petit comité, voilà, on peut se laisser encore quelques minutes de questions. Je vais réactiver tout le monde. Voilà. Donc là, vous pouvez, si vous avez une question, vous pouvez réactiver votre micro actuellement. Vous êtes autorisé à le faire maintenant. Je vous avais coupé cette possibilité. Voilà. Et peut-être la question de Madame Boulin, là, ça concerne en fait sa copropriété qui est dans l'ensemble des collines d'Estanov, sans dévoiler. Voilà. Donc là, pour le coup, il y a pas mal de densité parce qu'il y a plusieurs immeubles, alors, mais tous ne sont pas en chauffage collectif. Oui, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Donc, nous sommes 950 logements, mais répartis en 13 syndicats secondaires. Et donc, actuellement, il y a un seul immeuble qui est en chauffage collectif avec une chaufferie gaz qui, à ma connaissance, ne s'est pas intéressé au réseau de chaleur quand on a vu la construction de la chaufferie. Et tous les autres immeubles sont en chauffage individuel gaz, certains ayant installé des pompes à chaleur quand ils ont notamment une terrasse accessible en dernier étage. D'accord. Donc, si vous voulez, c'est une question. Moi, en tant que présidente d'un des syndicats secondaires, je me pose la question, mais je pense pas que pour le moment, les copropriétaires de l'ensemble des 13 syndicats secondaires soient prêts à se raccorder à un réseau de chaleur et à passer à du chauffage collectif. Mais je voulais déjà savoir si techniquement,
la chaufferie est dimensionnée pour plus que ce qu'elle dessert déjà ou qu'elle va desservir parce que je ne sais pas si elle a été mise en service. Alors, un petit mot parce qu'elle a été inaugurée par le maire président la semaine dernière, donc j'ai les données en tête. Oui, la chaufferie biomasse située rue des Chasseurs est en service depuis le mois de décembre. À l'heure où je vous parle, on alimente à peu près 2000 logements. Ouais. Toute la partie cité créative, alors il n'y a pas que des logements, puisqu'il y a tout l'ESMA, l'école, justement, l'école, et puis des bâtiments, studios aux alentours. Il y a des écoles aussi. Il y a aussi des écoles primaires, peut-être. Tout à fait. Il y a un groupe scolaire. Il y a un groupe scolaire de la ville, plus tous les logements. Donc là, on arrive bientôt à 1000 logements en équivalent logement. Mais on raccorde d'ores et déjà 2 copropriétés sur le côté, de l'autre côté de l'avenue de Toulouse. Alors, ce n'est pas le bon côté par rapport au Collines d'Estaneuf, mais voilà. Donc, on est à 2000 logements. Le projet, il est dimensionné pour alimenter 5400 logements. Et puis, on a toujours un petit peu le curseur de l'appoint d'énergie, puisqu'on a un appoint d'énergie. Et on travaille à une valorisation complémentaire avec de l'énergie. Donc, le projet de 2000 logements jusqu'à 5500 logements, il y a une possibilité d'augmenter de manière significative le raccordement de copropriétés. Et on y travaille aujourd'hui. On a un service de développement qui va taper à la porte des copropriétés en proposant le raccordement au réseau de chaleur. Ça, c'est une première chose. Le sujet du Collines d'Estaneuf, je le disais, c'est un peu à l'opposé. Donc, c'est vrai qu'il y a, à l'heure où je parle, pas de réseau qui soit posé ni prévu. Je pense en plus qu'on a une difficulté. Alors, c'est un peu bête, mais il me semble qu'on va avoir le tramway qui va s'interposer. Exactement. C'était aussi une de mes questions. C'est la partie de la rue des Chasseurs sur laquelle va passer le tramway va empêcher de poser le réseau de chaleur, peut-être. C'est effectivement… Même en passant par la rue de Fontcouverte, il y a un petit morceau. Alors, c'est des choses qui s'étudient, encore une fois. Le tramway rajoute une difficulté. Je vais pas vous raconter d'histoire. Le tramway rajoute une difficulté supplémentaire parce que les réseaux sont quand même assez importants. Donc, quand on passe sous une voirie, et peut-être si vous habitez à proximité, vous avez vu, les travaux, c'était quand même assez important. Alors, nous, on est assez contents parce qu'en moins d'1 an, on a posé presque 3 km de réseau. C'est un challenge qu'on est arrivé à remplir, mais pour les usagers, je suis bien conscient que c'est une gêne et que le temps est long. Mais pour la réalisation de ces travaux, ça a été quand même plutôt efficace. Le tramway va rajouter une difficulté complémentaire. Si vous voulez, dans les prospects, on a déjà les bâtiments de la gendarmerie qui, a priori, sont très intéressés pour se raccorder. Donc ça part dans le bon sens. Il faudrait qu'on ait une étude complémentaire. Après, si j'ai bien noté les chiffres que vous avez donnés, vous parliez de 950 logements, mais de 13 sous-syndics. Ça veut dire que le bâtiment… Chaque bâtiment a entre 30… il y a 11 maisons individuelles, il y a 12 villas, et ensuite, c'est des immeubles qui font entre 50 et 150 logements chacun, quoi. Donc, c'est sûr qu'il faudrait que chaque syndicat secondaire soit d'accord. Donc, connaissant très bien la résidence pour y habiter depuis plus de 25 ans, je sais que ça serait difficile d'obtenir un consensus. Alors, moi, sachant que j'entends aussi, vous avez dit qu'il y avait un bâtiment qui était en collectif, donc qui lui a un intérêt très rapide. Il pourrait avoir un intérêt, mais je n'habite pas ce bâtiment-là, donc je ne peux pas plaider. Après, pour les systèmes individuels, je l'ai dit, la conversion est beaucoup plus chère au niveau de la copropriété, c'est-à-dire que moi, pour les travaux de réseau et le raccordement, on serait sur quelque chose d'assez facile. Mais encore une fois, il y a une telle volonté, ce que j'ai dit tout à l'heure qui a pu paraître anecdotique, c'est-à-dire le fait qu'on a une décision là, qui vient d'être votée de raccorder un bâtiment qui était en individuel gaz sur le réseau de chaleur. C'est vraiment, on a franchi une étape qui aurait paru impossible il y a ne serait-ce que 3-4 ans. Donc, les choses évoluent et il n'y a pas de choses définitives. Et puis, il suffirait qu'il y ait une très grosse copropriété qui soit à côté des collines d'Estaneuf. Alors, je connais moins bien le secteur, mais qui décide de se raccorder et sur lesquels on trouve un intérêt. Du coup, tirer une antenne, ça ne serait pas impossible. Mais il restera toujours les travaux à l'intérieur du bâtiment, qui prend la charge du bâtiment et qui sont… Et comme par ailleurs, on est 4 ou 5 syndicats secondaires à avoir lancé l'audit énergétique, si vous voulez, je me dis que voilà, ça pourrait en tout cas être discuté.
Alors, je pense que de toute façon, ça vaut le coup de demander à la structure qui va conduire les études de travailler là-dessus et qui pourra, elle, se tourner vers nous et on répondra avec des objectifs. C'est vrai que les premiers éléments que vous nous indiquez, c'est un dossier compliqué, hein, je ne vais pas vous dire. Oui, je le sens. OK, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Louis. Madame Moisard, vous aviez activé votre micro. Est-ce que c'était pour poser une question? Non, c'était pour l'activer. Cependant, j'en ai une quand même. Parfait. À partir du moment donc, où on a voté ça en Assemblée générale, quel est le délai de raccordement? Alors, c'est une excellente question. Alors, le fait de voter, il faut quand même que les renseignements soient pris en amont avec nous pour voir la faisabilité de la pose du réseau, de la proximité. Là, en ce moment, on est effectivement aussi sur des durées très, très terre à terre de réalisation de réseau. Il y a aussi beaucoup de facteurs qui vont intervenir, hein. Là, on a évoqué les travaux du tramway. C'est vrai que les travaux du tramway sont très souvent prioritaires. Donc, s'il y a ce genre de travaux à proximité, on n'aura pas les autorisations pour poser le réseau dans la rue. Donc, il y a beaucoup de facteurs et soit on est le réseau qui passe devant votre porte et puis on peut dire que c'est en 2 mois, on vous a raccordé. Selon les distances et les difficultés techniques, ça peut se chiffrer en années, quoi. Aujourd'hui, on a une copropriété à qui on dit, vu le développement du réseau, on vous raccordera peut-être dans 2 ans. Donc là aussi, ça vous donne… Mais je crois que l'aspect géographique, c'est une des difficultés, hein, du réseau, mais l'aspect géographique de l'implantation du réseau et de la copropriété, la distance entre les deux sera le premier élément qui va donner une idée de la facilité du coût et de la rapidité de raccordement. D'accord. Du coup, j'en ai une autre. Vous nous disiez donc que dans le cadre d'une rénovation énergétique, on avait obligation de passer sur le réseau de chaleur. Et après, vous nous dites que si on veut passer sur le réseau de chaleur, on doit le voter en AG. Donc, pour moi, c'est un petit peu contradictoire parce que si nous, copropriétaires, votent contre, qu'est-ce qu'on fait si on a une obligation par ailleurs? Je ne comprends pas bien. L'obligation, je te laisserai répondre, Nicolas, mais l'obligation, elle est aussi d'envisager le raccordement et de l'étudier et de voir que si elle est faisable, elle doit être prioritaire. C'est pour moi un tout petit peu différent d'une obligation directe de raccordement. D'accord. Parce qu'on a vu qu'il y avait une liste de dérogations qui est quand même importante. Mais c'est vrai que dans la liste des dérogations, le texte de loi ne prévoit pas un vote négatif en assemblée générale. Donc voilà. Après, vous savez qu'il n'y a pas d'obligation aussi qui s'impose aux copropriétés. Et une copropriété peut éventuellement décider sur, je sais pas, pour les ascenseurs, par exemple, il y avait une obligation de rénover les ascenseurs. Une copropriété peut très bien pu décider de rejeter une résolution qui mettait au vote le changement des ascenseurs et se mettre dans l'illégalité de fait. Donc après, je dirais, entre guillemets, le syndicat des copropriétaires, on assumerait les conséquences. Donc votre syndic aura, enfin, si la copropriété est concernée, le syndic aura l'obligation de soumettre en assemblée générale un projet de raccordement au réseau de chaleur, si tant est qu'on on n'est pas dérogatoire à l'obligation. Mais vous avez compris que voilà, il y a quand même pas mal de complexité autour de tout ça. Donc, je dirais que chaque projet s'étudie un petit peu au cas par cas. Moi, ça me fait rebondir un peu sur une question, Louis. Et est-ce que, parce qu'on a évoqué le site Je me raccorde, là, qui a mis en ligne la SERM pour estimer voilà, les coûts de raccordement, puis avoir quelques informations là-dessus. Est-ce qu'on, alors sans t'engager personnellement, bien sûr, mais peut-être faire remonter ça en interne, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être sur ce site-là une cartographie justement du réseau classé? Et parce que là, vous voyez, les questions qu'on s'est posées là, tout de suite, les gens se la posent. Alors, je ne suis pas loin, est-ce que c'est possible? Là, vu que c'est très lié à la géographie du territoire et bien sûr à la zone de classement des réseaux, on pourrait rentrer son adresse et hop, on tombe on voit si on est dans l'obligation ou pas. Je pense qu'il manque le tout dernier maillon. Alors, de nos jours, ça ne paraît pas très compliqué, mais à ma connaissance, il faut qu'on voit avec la métropole, mais ça n'a pas été mis en place. Je l'ai dit à un moment, mais et en même temps, ça répond à une question que je viens de voir passer, je crois, de la part de Maï. L'obligation de raccordement, elle est limitée au périmètre de classement. Le périmètre de classement, donc c'est vraiment les taches vertes et le travail de recollement a été fait, c'est-à-dire que chaque parcelle cadastrale, là, on ne vous affiche que des couleurs sur un plan masse, mais en fait, chaque parcelle du cadastre est identifiée comme étant ou pas dans le périmètre classé du réseau. Donc, pour répondre à la question, oui, si une nouvelle copropriété se construit
ou fait l'objet de travaux très importants, etc., dans le périmètre-là, il y a effectivement une obligation de fait de se raccorder. Et effectivement, il manque peut-être, alors pour l'instant, ça va se faire peut-être de manière manuelle, mais le SIG de la métropole doit prévoir à court terme que par l'identification de la parcelle du cadastre, faire une réponse directe, de dire oui, on est dans le périmètre de classement ou non, on n'y est pas. Et pour compléter la question de Maël, là, si l'obligation concerne que Montpellier ou toute la France, effectivement, ça dépend du classement des réseaux. Alors, je peux répondre quand même là-dessus. Il y a eu une volonté de la part de la métropole de Montpellier d'accélérer un petit peu ce process de classement, mais le classement va devenir, si j'ai bien compris, de manière assez automatique dès lors qu'on sera sur des réseaux vertueux. Et ça, c'est une mesure qui sera au niveau national. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, le principe du classement du réseau existe depuis très longtemps, mais pendant de longues années, je ne connaissais aucun réseau qui soit classé. La procédure était complexe, il y avait un problème d'acceptation, etc. À aujourd'hui, avec la volonté d'accélérer la transition énergétique, des collectivités comme la métropole de Montpellier ont accéléré un petit peu le principe, mais comme beaucoup de mesures qui avant étaient basées sur le volontariat vont devenir obligatoires. Et l'obligation de raccordement sur les réseaux existants devrait, je pense, à court ou moyen terme, se généraliser et être de fait, même sans qu'il y ait une disposition spécifique prise par la collectivité. Il y a une question de Véronique qui souhaite la poser à l'oral. Allez-y, vous avez le micro ouvert. Vous disiez tout à l'heure que ça pouvait éventuellement mettre 2 ans, voire plus, pour pouvoir être accordé. Mais si on est situé dans une zone où des immeubles ont déjà été raccordés, oui. Est-ce que le délai de raccordement sera beaucoup plus court? Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que si tout est aujourd'hui, donc moi je fais partie du PAVI avec Madame Moisard, on sait très bien que le Barcelone, enfin il y a eu beaucoup d'immeubles qui ont été raccordés. Non, il y en a deux. Il y a le Masdrevon et le Barcelone. Donc, le PAVI, ça tombe super bien parce que notre service. Quels seraient les délais pour le PAVI pour être accordé après une assemblée générale, une fois que tout le monde aura dit oui? Moi, c'est génial, je suis prêt. Alors, je suis le directeur travaux. Moi, je suis prêt à vous raccorder. Si vous me donnez une réponse maintenant, je vous mets en chauffe pour la saison de chauffe. Le problème, c'est que si l'Assemblée générale… On ne l'a pas voté encore. Sauf qu'aujourd'hui, on en est au point où on doit même chercher un maître d'œuvre, enfin un MAO ou MOA, je ne sais plus exactement. Oui, un maître d'œuvre. Voilà, et que notre cher syndic… On en parle après, Véronique. On en parle après, Véronique, parce que… oui, mais enfin, c'est partie du sujet. On a rencontré la LEC hier et on en a parlé. Ah, ben je ne suis pas au courant. Okay. Alors, je vais essayer de répondre de manière… je faisais un peu j'ai plaisanté, mais il n'y a peut-être pas de sujet. On est effectivement avec des délais administratifs qui sont la prise de décision par la copropriété. Il se trouve que vous êtes sur un secteur sur lequel on a beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Et je disais en plaisantant, moi je suis prêt, parce que justement j'ai anticipé sur ce secteur dès lors qu'on avait identifié que vous êtes un peu dans le cas type, le PAVI comme la majorité des résidences autour de vous, sur lesquelles on a un réseau qui est à proximité immédiate, qui était un petit peu dans notre cible. On a des conditions financières, tout à l'heure j'ai parlé des droits d'accordement qui étaient négociables. Tout à fait, absolument. On a mis en place des mesures grâce au dossier de financement qu'on a retravaillé avec l'ADEME, qui vous permettent de bénéficier de conditions financières spécifiques. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que ça aille très, très vite. En revanche, on ne peut pas se passer de cette décision de copropriété. Et c'est vrai que je peux comprendre. Mais après, on a plein de solutions. Hein. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, alors il faut qu'un minimum de conditions techniques soient réunies, mais si le bureau d'études, le maître d'œuvre que vous retenez fait bien son travail, et que vous avez la place suffisante, on pourrait imaginer laisser en parallèle votre chaufferie et vous raccorder même en milieu de saison. En général, on préfère travailler calmement en plein été, raccorder et puis démarrer la saison de chauffe. Ça permet de faire absolument, ce qui serait idéal dans le meilleur des mondes. Dans la meilleure, voilà, c'est ça. Après pour prendre l'exemple que vous avez cité, je ne trahirai pas de secret. Sur le Barcelone, le process était un peu compliqué, il a mis du temps. On a pu défendre une solution dans laquelle
ils ont laissé une des chaudières, ils n'en ont déposé qu'une, ça a suffi à libérer de la place pour mettre les échangeurs. Le raccordement s'est fait en plein mois de janvier et je pense que les copropriétaires n'ont pas été pénalisés et ont eu du chauffage et de l'eau chaude sanitaire. Je suis même assez sûr que ça s'est bien passé. Donc, c'est pour vous dire qu'on peut travailler sur un tas de solutions. Et pour le Pavie, le Florence, alors je ne trahis pas de secret non plus, mais le Florence qui est juste à côté de vous, je crois, vient de s'engager et va être raccordé. Donc, vous êtes à proximité immédiate. On peut être sur des délais de raccordement qui sont assez rapides. Oui, mais après, faut-il avoir après, effectivement, tout. Oui, il y a un peu d'études à mener. Tous les corps de métier qui sont réunis pour pouvoir, effectivement. Oui, bien sûr. Mais on est sur des travaux qui sont relativement simples. Il faut trouver un maître d'œuvre. Si jamais vous n'en trouvez pas, on peut vous en conseiller. Nous, on est vraiment, on peut accompagner ces mouvements. Je pense qu'on a des objectifs communs. Nous, il faut de toute façon qu'on travaille avec ce maître d'œuvre pour qu'on reprécise les prescriptions techniques. Bien sûr. On a aussi un rôle de conseil qu'on fait parce que c'est notre métier et puis parce qu'on aime bien, voilà, on est un peu passionné par ce qu'on fait. Moi, c'est l'exemple que je prends. Hein. Vous faire des économies d'électricité dans le cadre des travaux de raccordement, moi, je pense que c'est quand même quelque chose d'intelligent. Donc, aujourd'hui, je ne connais pas le coût. Vous m'avez pas donné le coût de tous ces travaux. Hein. Non, par contre, je vous disais qu'avec le coup de pouce, avec les C2E coup de pouce, à mon avis, vous devriez pouvoir couvrir largement les travaux et les études. D'accord. Moi, je crois qu'on doit être en capacité de vous faire un raccordement qui ne coûterait rien à la copro. Oui, mais ça avait déjà été acté. Hein. Voilà. Et après, à aujourd'hui, alors c'est vrai que j'ai fait une petite, j'ai raté un truc, je m'étais engagé à donner des comparatifs de coûts. Alors c'est toujours un peu subjectif, donc mais c'est vrai que je les ai pas mis dans le Le raccordement, c'est une chose, mais après, effectivement, il y a quand même tout. Ouais. Ah ben, au prix du gaz actuel, je suis assez serein, c'est-à-dire que alors il y avait des contrats qui étaient baqués, etc., qui étaient capés, pardon, sur le gaz, mais ça, c'est des mesures qui étaient provisoires. Le gaz a été multiplié par 3 oui, mais les granulés ont été multipliés par 4. Alors, je n'ai pas pu répondre à cette question-là. Nous, on est sur des achats de bois sur du très long terme. Donc, en plus, on n'utilise pas de granulés ou que sur une de nos installations qui est très spécifique. On utilise de la plaquette forestière. Le prix de la plaquette forestière n'a pas subi d'évolution notable. Les prix de l'énergie à partir de la biomasse, on est sur même pas le coût de la vie. Donc, on est à moins de 2%. On a une super stabilité sur les prix de l'énergie. Le prix du mégawattheure, lui, il est un petit peu impacté avec les indices de révision, mais il a été impacté uniquement à cause de la hausse du gaz qui rentre pour une petite part dans le mégawattheure que nous produisons. Mais la question que je me pose, c'est qu'on parle de bois et en même temps, on nous dit de plus déforester, de plus couper les arbres pour pouvoir se chauffer. Et là, on veut nous imposer une chaufferie à base de bois. Non, alors, donc, on ne veut rien vous imposer du tout. On nous préconise fortement de nous raccorder à cette chaufferie. Alors, je vais prendre 5 minutes parce que c'est un sujet qui est assez passionnant. La forêt française et la forêt régionale est en augmentation et la consommation de bois énergie, aussi bien au niveau régional qu'au niveau national, est inférieure à l'augmentation de la forêt française et forêt régionale. Quand on fait un projet comme celui-là, on fait un plan d'approvisionnement du bois et on travaille sur la ressource qui sera utilisée dans nos chaufferies. Donc, on travaille de manière à ce qu'on fasse la preuve que le bois que nous allons brûler, premièrement, est issu de forêts gérées durablement. Et ça veut dire quoi? Moi, j'ai envie d'être très concret parce que les questions que vous posez, c'est des questions qui sont essentielles. Une forêt exploitée durablement, c'est une forêt dans laquelle on ne va pas faire de coupe à blanc. C'est une forêt qu'on va au contraire entretenir, c'est-à-dire qu'on fait de la sylviculture. La sylviculture, c'est qu'on va privilégier quelques arbres et on va faire des coupes, on va faire des tailles, on va privilégier les beaux sujets pour des bois d'œuvre ou pour la forêt en elle-même. Et tout le bois qu'on va couper pour élaguer, il va être valorisé en bois énergie et on aura une meilleure exploitation des forêts. Et 2, la forêt sera mieux entretenue et demander à n'importe quel pompier
est-ce qu'il veut une forêt qui est une forêt de taillis qui a été laissée à l'abandon, ou est-ce qu'il veut lutter contre le feu dans une forêt qui est exploitée? Et la réponse, elle va être très, très, très claire. C'est qu'une forêt qui est exploitée, il saura maîtriser la propagation du feu. Donc tout ça, il y a des choses qui peuvent paraître contradictoires, elles ne le sont pas du tout, elles vont toutes dans le même sens. C'est-à-dire que si on a une forêt qui est exploitée raisonnablement et dans des normes, et etc., c'est des mesures qui vont aller dans le bon sens. C'est des sujets qui sont passionnants et il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été dites, qui est notamment dans un reportage télévisé qui a été une catastrophe parce qu'ils ont tout mélangé, ils ont jeté l'opprobre sur le métier et vraiment créé des ambiguïtés qui n'en sont pas. Et quand vous discutez avec des sylviculteurs, nous, on fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'on demande un suivi de la ressource, on demande même des géoréférencements, on demande beaucoup de choses pour valider le fait qu'on ne fasse pas n'importe quoi, parce que je suis aussi convaincu que vous sur la nécessité de ne pas faire n'importe quoi. Ce sera le mot de la fin. Merci pour les échanges. Pardon, je me fais un peu l'avocat en tout cas du temps. On arrive à 18h30, on est un petit peu débordé, mais voilà, effectivement. Puis je pense que c'était important de faire ce petit focus là, parce qu'effectivement, on se pose beaucoup de questions au sujet de ces ressources-là. Donc, pas de souci. Je vous ai mis dans le petit chat, là, donc le questionnaire, c'est très rapide, c'est vraiment 10-15 secondes pour le remplir. Merci beaucoup de prendre ces quelques secondes pour le remplir. Je termine sur la slide que j'ai affichée là, les prochaines animations copropriété de la LEC, donc au mois de mai, au mois de juin, là, sur le photovoltaïque, la rénovation globalement. On va visiter un chantier sur Montpellier le 15 juin, une rénovation avec des travaux de toiture, de façade, d'ITE. Voilà, le chantier est en cours, donc c'est intéressant de voir ce qui s'est fait. Et puis, vous voyez, on est dans un petit cycle là où on a parlé d'alternatives au gaz avec des compléments de pompe à chaleur sur des chaufferies gaz collectives copropriété. Ce soir, effectivement, le réseau de chaleur qu'on a développé. Et donc, fin juin, on fera un petit focus aussi sur les chaufferies collectives bois. Donc là, vous voyez, le bois, mais à titre d'une copropriété. Si on est loin du réseau, effectivement, et que la copro veut basculer sur du bois énergie, c'est possible. Il y en a qui l'ont fait. Sur Montpellier, ça existe. Donc voilà, on partagera ce truc-là. Merci à toutes et tous. Un grand merci à Louis Rovira pour la qualité, la clarté de ses explications et puis sa passion, je dirais, qu'on a communiqué sur ces sujets-là. Oui, par mail, les informations. Oui, tout à fait. Effectivement, voilà, je le redis, je l'ai précisé tout à l'heure, mais effectivement, là, dans le courant des jours qui viennent, donc au courant de la semaine qui vient, tout ça sera mis en ligne, donc la présentation et l'enregistrement. Et voilà, c'est sur notre site internet, sur le site de la LEC, on vous rediffusera ça via la mailing list là, des gens qui étaient inscrits, ceux qui ont participé et ceux qui sont inscrits qui ne sont pas venus, mais ils auront quand même les informations. Merci beaucoup à toutes et tous. Je vous souhaite une bonne soirée et puis au plaisir de rééchanger ensemble. Merci. Très bien, merci. Au revoir. Bonne soirée à tous.